Le cœur, en fait, du problème, c'est vraiment le fait qu'il y a une crise du résultat et une crise, finalement, de la représentativité. À quoi ça sert d'aller voter? Est-ce que mon vote a du pouvoir? Est-ce que c'est utile? Voter, les élections, on entend parler régulièrement. On se demande beaucoup à quoi ça sert. Le nombre d'abstentions à chaque occasion n'arrête pas d'augmenter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera consacré à cette grande question. Est-ce que le vote a encore un sens et une utilité aujourd'hui? Pour en discuter ensemble, on reçoit notre invitée du jour, Déborah Hillman. Alors Déborah, on est content de te recevoir, mais on n'a pas qu'une seule invitée aujourd'hui. Je pense que tu es accompagnée, tu es enceinte. C'est ça. Félicitations. Merci, d'un petit garçon de 8 mois, donc c'est sa première émission aussi. C'est son baptême. Génial. Alors Déborah, on t'a invitée parce que pour toi, la question du vote, elle s'est présentée très rapidement dans ton histoire et dans ton parcours. À l'âge de 19 ans, tu as été élue conseillère municipale à Comble-la-Ville, en région parisienne. C'était l'an en 2014, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est une fonction que tu as exercée jusqu'en 2020. Aujourd'hui, on entend souvent des questions qu'on va se poser nous aussi à l'occasion de cet épisode. Qu'est-ce que ça change d'aller voter? Est-ce que c'est vraiment possible de faire bouger les choses quand on est élu? Ah oui, d'accord. C'est une vaste question. Oui, on va explorer ça ensemble. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, Joseph nous a raconté un petit peu ton parcours. Je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager si jeune en politique? C'est pas si commun quand même. En fait, j'ai toujours eu une appétence pour la chose publique et notamment représenter les gens. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, même dans la cour de récréation, défendu mes amis, etc., quand il y avait des injustices. J'ai toujours, en fait, détesté l'injustice. Et je me suis dit, j'ai envie de représenter et de porter la voix de ceux qu'on n'entend pas assez, qu'on ne regarde pas assez, etc. Et c'est pour ça que je me suis engagée à l'âge de 19 ans. La proposition est venue à moi. J'ai échangé avec le maire quand il m'a remis en fait mon bac parce que j'ai eu une bonne mention et je lui ai dit que je voulais en fait juste l'aider pour sa campagne municipale et ensuite il m'a proposé d'être sur sa liste et de m'engager plus que à faire sa campagne mais à vraiment être dans l'équipe municipale. Wow. Et je me suis dit en fait que pour changer les choses, l'échelle municipale était une bonne échelle en fait, était une bonne dimension et même pour débuter entre guillemets ou commencer un mandat, c'est vraiment bien parce que c'est pas du tout stratosphérique. On est proche en fait des habitants, proche aussi de l'équipe municipale et beaucoup en fait ont même des métiers à côté ou une vie à côté, n'ont pas été plongés dans l'univers politique ou n'ont pas fait des études en sciences politiques. Et donc, il y a tout un appareil aussi qui nous accompagne dans la durée de notre mandat. Donc, on n'est pas seul et je trouve que c'est très bien pour commencer voilà, l'échelle municipale. Oui. Mais du coup, il y en a d'autres, on imagine assez facilement, ils ont un travail à côté. Toi, du coup, c'était des études. Exactement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est conciliable? Alors, oui et non. Et même pour ceux qui ont un travail à côté, mine de rien, parce que quelque chose de très pratique, quand on habite en banlieue parisienne, notamment là à Comble-la-Ville, et beaucoup, en fait, habitent à Comble-la-Ville mais travaillent à Paris. Donc, il y a toute la question des transports et c'est une vraie logistique. Et souvent, en fait, les commissions ou les conseils municipaux, etc., avaient lieu à 20h, conseil municipal, et les commissions à 18h. Et donc, pour arriver à 18h à Comble-la-Ville, il fallait quitter son travail à 16h30, 17h. Et donc, souvent, même quand on était jeune active et qu'on débutait, en fait, dans la vie, c'était compliqué, ça peut paraître compliqué de quitter son travail à 17h et de dire « Ah bah là, j'ai une commission et un conseil municipal, etc. » Et souvent, on pouvait avoir 4 réunions dans le mois, ça dépendait si on avait des délégations, un portefeuille, etc. Donc c'est vrai que ça peut être conciliable, mais il faut vraiment s'organiser et prévenir en amont aussi l'entreprise qui vous recrute. Et à côté, quand on fait des études aussi, ça peut être conciliable si l'ensemble de notre cursus universitaire se passe à Paris. Donc ça, c'est les meilleures écoles. Normalement, quand tu restes à Paris, tu as un master à la Sorbonne, à Assas, etc. Donc c'est les meilleures écoles. Et ensuite, si on veut faire, par exemple, un cursus en affaires européennes, comme moi je l'ai fait, donc j'ai dû partir à Strasbourg et à Bruxelles et à Bruges.
Donc là, ça a été incompatible en fait avec mon mandat d'élu local. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça en fait à prendre en compte. Et même notamment quand tu rencontres quelqu'un, quand tu te maries, il faut déménager, etc. Donc ça peut se passer en fait en 6 ans parce que le mandat c'est de 6 ans. En fait, en 6 ans, tout se passe quand on est jeune. C'est là où on prend des décisions, c'est là où on part pour les études, pour le travail, etc. Et c'est vrai que c'est des vraies questions à se poser quand on s'engage en fait dans un mandat de 6 ans municipal, quoi. Ça représente quand même beaucoup de choses. Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu as grandi avec cette idée que plus tard tu deviendrais politicienne je me demande. C'est une trop bonne question. Et ben en fait, oui. On sent la fille programmée depuis le départ, mais pas du tout. Non, mais parce qu'en fait, mais ça, j'ai baigné dans cette atmosphère-là parce que moi, mon grand-père a notamment fait de la politique dans mon pays d'origine, le Congo. Okay. Il a eu des fonctions de vice-président du Sénat, ministre, etc. Et donc ensuite, il est venu se réfugier en France. Et même quand il était réfugié en France, enfin, je me rendais pas compte, mais il y avait comme des espèces de réunions chez lui pour préparer en fait l'opposition. Donc j'ai toujours baigné dans cette atmosphère-là, mais je le savais pas. Et donc voilà, peut-être ça explique aussi mon parcours, mais c'est plus vraiment représenter les gens et pouvoir mettre des projets en place qui peuvent changer concrètement la vie des gens. C'est vraiment ça, l'aspect très concret de la chose publique qui m'intéresse, quoi. Ouais. Eh ben, ça promet pour ton petit, hein. Ouais, c'est clair. Si c'est dans la famille. C'est ça. Bon, on passe beaucoup de temps dans cette émission à constater qu'il y a une sorte de crise de sens, crise du sens politique, en fait, parmi les jeunes. C'est parfois même un gros mot, hein. Parler politique, c'est un peu, surtout auprès de la jeunesse, c'est un peu, c'est quoi cette histoire? C'est pas pour les jeunes. Et non seulement ça, mais aussi l'idée de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut bouger les choses? Parce que les jeunes ont peu de confiance dans la politique institutionnelle, mais ont la volonté de bouger les choses. Ils constatent, comme tout être humain, je pense qu'il y a des choses qui tombent par rond dans la société, dans le monde, et que ça peut valoir la peine de s'engager pour essayer de faire bouger les choses. Mais les dernières enquêtes montrent que plutôt que la politique, les jeunes vont plutôt favoriser l'engagement associatif, parfois l'entreprise, ou l'activisme personnel, c'est sur Internet, par appli, etc., en fonction de ce que tu achètes, etc., l'action du consommateur. Ce qui, du coup, ça pose problème parce que, quand même, c'est la politique institutionnelle qui est la référence et nos sociétés sont basées dessus. On a reçu, pour cette émission, Stuart Shaw, qui est un sociologue qui a passé beaucoup de temps à étudier la situation de la jeunesse et notamment son rapport à la politique. Et une des phrases clés qu'il utilise pour décrire la relation entre les jeunes et la politique, c'est, donc il y a le tous pourris, c'est-à-dire comment l'opinion négative, plus de 80% des jeunes, en fait, ont par rapport aux personnes politiques, ce qui est assez désastreux. Mais aussi, en fait, c'est même pire que ça, plus que tous pourris, il y a aussi tous impuissants. Ils se disent, de toutes les façons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois? Exactement. Et alors, quand on est jeune, qu'on se dit, ouais, il faut qu'il y ait des choses qui bougent dans la société, il y a des problèmes, mais qu'en même temps, on se dit, ouais, les partis politiques ou les politiques peuvent pas faire grand-chose, enfin, ça nous laisse un gros problème. Pour rebondir sur ta question du fait tous impuissants, je me dis qu'on est aussi dans une espèce de démocratie, on va dire, de pourri gâté, où on oublie en fait les acquis qui ont été réalisés. C'est-à-dire même les congés payés, etc. Ça, c'est l'État, quoi. C'est des acquis qui ont été faits. Voilà, le fait que tu puisses aller à l'école gratuitement, on va dire, ça c'est un acquis. Que tu puisses prétendre à les meilleures études qui te soient offertes au sein de notre République, ça c'est un acquis. Le fait que tu puisses prendre les transports, que le coût des transports est beaucoup moins élevé, c'est un acquis qui a été réalisé grâce au personnel politique et aux institutions. Donc il y a plein de choses qui ont été acquises. Donc on peut pas dire en fait tous impuissants. C'est-à-dire qu'en fait on est tellement dans une société où on a déjà tout eu, on va dire ça comme ça, que on se dit ils peuvent plus faire grand-chose, etc. Sauf que les choses ont été faites et les choses sont encore faites. Mais comme il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé, donc ça fait que les choses nouvelles qui sont faites
paraissent en fait cosmétiques par rapport à tous les acquis qu'on a déjà eu en fait au préalable. Donc déjà, je pense que il y a ça qu'il faut remettre notamment dans le contexte. Ouais. Et après, en tant qu'élu, par exemple, le fait de stabiliser, ça peut paraître après, je parle à des jeunes, mais est-ce que certains jeunes payent les impôts, etc. encore? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais par exemple, je sais que moi, dans la commune où on a stabilisé en fait le taux d'imposition relativement bas, enfin l'impôt relativement bas, et même il était beaucoup plus bas qu'en 1994. Quand le maire n'était pas encore arrivé au sein de la municipalité. Donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes qui font en fait... qui sont bien en fait perçus par la population. Ou par exemple le fait de créer des nouvelles places de crèche, le fait par exemple de permettre à ce que la piscine soit améliorée, le fait d'avoir même des propositions culturelles, d'avoir un centre culturel avec des spectacles qui sont là, ou une médiathèque avec des nouveaux ouvrages, etc. Donc voilà, c'était des choses très concrètes comme ça, de permettre par exemple à ce qu'il puisse avoir un city, donc un espace où les jeunes peuvent jouer au foot, etc. Stabiliser. Non mais c'est des choses comme ça, ou même faire entre guillemets du workout là, des pompes, des choses comme ça. En plein air. Voilà, en plein air, bah, c'est des structures qu'il fallait mettre en place, et ça a été mis en place par le conseil municipal des jeunes. Donc c'est plein de choses comme ça qui, en fait, c'est des choses très concrètes qui sont mises en place, et en fait, et on en voit. Parfois, on n'en voit pas les résultats parce qu'on se dit bon bah on est dedans, mais d'autres voient aussi les résultats, quoi, des choses très concrètes. Donc tu nous expliques quand même qu'il y a tout un tas d'actions pour le bien des gens, des citoyens de la commune ou plus largement, en fait, qui passent par les institutions, qui passent par des négociations, de budget. Exactement, tout ça. Voilà. Et c'est très concret, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment la vie des gens. Et en fait, même ça permet après, moi je trouve ça, c'est comme si c'était un cadre qui était favorable, en fait, pour les initiatives, on va dire, individuelles, même associatives, les structures ad hoc, etc. C'est parce qu'en fait, il y a tout ce cadre-là. Même, je sais qu'il y aura une maison qui va accompagner aussi l'association, leur permettre de savoir comment obtenir des subventions, comment remplir un dossier de subvention, vers quelle structure s'adresser, comment gérer sa communication, etc. pour démultiplier leur action. Et tout ça, en fait, c'est comme si la commune ou les institutions mettent un cadre pour permettre à ce que ces associations-là, les associations de jeunes, etc., puissent avoir un impact dans la société. Donc c'est plutôt aussi comme ça que je vois en fait l'engagement institutionnel et l'engagement associatif. Et tu as dit qu'il fallait du coup ne pas les opposer, et là on voit que l'un favorise l'autre. Oui. Toi aujourd'hui, tu es passé de l'un à l'autre. Exactement. Donc tu n'as plus cette mandature qui s'est terminée en 2020, mais tu t'es investi associativement, c'est bien ça? C'est ça. Ouais. Et du coup, avec un peu de recul et de la situation où tu es aujourd'hui, tu nous as parlé un peu de ce qu'on peut faire en tant qu'élu. Peut-être, comment tu perçois ton engagement associatif aujourd'hui? Est-ce que ça te permet de faire les choses, plus de choses, différemment, ou est-ce qu'au contraire, tu te sens un peu plus limité par rapport à avant? Oui. Bah, alors, ça me permet de faire plus de choses et différemment. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est la continuité, en fait, de mon engagement politique, vraiment dans le sens vraiment politique, la chose de la cité, de la ville, être impliqué concrètement. Donc, c'est plutôt dans cette continuité-là. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai aussi pris de la maturité. Ça fait que je suis plus en capacité de proposer des choses. Donc, ça fait que dans la situation dans laquelle je suis, on propose des services, en fait, auprès des personnes en situation de vulnérabilité. Notamment, on fait des choses très simples, des distributions de cadeaux dans les hôpitaux auprès des enfants malades, distribution de nourriture auprès des personnes SDF. On fait des correspondances intergénérationnelles pour rompre en fait l'isolement au sein des EHPAD, etc. Et je gère toute une équipe d'une vingtaine de bénévoles, une vingtaine en fait d'adhérents au sein de l'association. Et c'est différent parce que je trouve que on va vraiment en fait au plus près des gens en fait, au plus près de leurs préoccupations, de leurs peurs, de la solitude, du manque d'accompagnement, du manque de considération. C'est beaucoup plus, on va dire, existentiel, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose qui touche au cœur, plus que peut-être des grands programmes ou des projets ou des budgets, etc. Et parfois, on oublie, en fait, le concitoyen ou l'administré. Ou même, ou peut-être même, on s'interdit d'avoir une relation de proximité plus que, bon, comment tu vas, toi? Quels sont tes problèmes?
est-ce que ça va, comment ça se passe, à quoi tu penses, quelles sont tes attentes, tes choses. Et je sais que ça, on le fait vraiment au sein de l'association, où on parle au cœur des gens. Et on a des échanges beaucoup plus personnels. Voilà. Je voudrais t'interroger là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que ton engagement associatif, il bénéficie de ton expérience en politique. Et puis tu nous as dit avant que il est aussi rendu possible parce que les politiques, les institutions le rendent possible. Mais tu as aussi dit, il faut une sorte de motivation existentielle quelque part. Exactement. Et j'aimerais juste un petit peu plus t'entendre là-dessus. Voilà, qu'est-ce qui te motive? Parce que voilà, c'est donner du temps, sont dans bénévolement. J'imagine que la frontière parfois entre la vie privée et le travail, c'est pas toujours facile à trouver. Donc il y a une forme de volonté, une forme de je fais ça parce que je crois en quelque chose, il y a quelque chose qui me motive. Quel mot est-ce que tu mettrais là-dessus? Parce que voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi dans l'émission, de savoir comment est-ce qu'on fait société. Qu'est-ce qui nous motive à aller vers l'autre, à se soucier de l'autre? C'est une très bonne question. Moi, c'est vraiment l'amour des gens. J'aime énormément les gens. Et ça me vient aussi de ma foi et de ma relation personnelle que j'ai avec Dieu. Et je me dis, en fait, moi, j'ai fait vraiment la rencontre d'un Dieu, d'un Jésus qui m'a aimé, mais passionnément. Et en fait, il m'a réconcilié, il m'a restauré avec moi-même. Et j'ai maintenant cette capacité à aimer les gens comme lui, il m'a aimé. Bon, après, je l'ai fait de manière peut-être pas parfaite, etc. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ma motivation, c'est les gens. Donc, je les aime à un point où je peux passer mes samedis à distribuer de la nourriture, où je pouvais passer, je sais pas moi, mes journées à être à l'hôpital en train de faire des ateliers de calligraphie, de dessin, etc. C'est l'amour, en fait, que j'ai pour les gens, et la compassion, en fait. La compassion, c'est se mettre à la place des autres. Et notamment, quand t'es à l'hôpital, tu te mets à la place, en fait, des familles qui sont là avec leurs enfants, ils savent pas trop la pathologie de l'enfant, ou ils savent, mais c'est compliqué. Donc, on leur apporte un soutien. On se met aussi à la place des personnes SDF qui, tous les jours, voient des gens qui passent, ils font la manche, et en fait, il y a aucun regard, aucune considération, on se met à leur place. Et finalement, on se rend compte que c'est des gens qui ont une vie comme nous. Ils ont eu des métiers, il y en a qui ont été ingénieurs, quoi que ce soit, ils ont fait des burn-out. Ou il y a eu le Covid qui est passé par là, le confinement, et puis ils n'ont pas pu payer plusieurs loyers, ils se sont retrouvés à la rue. Et donc c'est aussi de là que vient mon engagement, c'est la compassion en fait que j'ai pour les gens, c'est des histoires en fait qu'on rencontre, des visages, des souffles, des soupirs, des cœurs qui battent. En fait c'est cette diversité-là, et je me dis nous à notre échelle on écoute, mais quand on voit les sourires, en fait, quand on voit même les pleurs des gens, quand on leur écrit des cartes, quand on entend des merci parce que vous êtes intéressés à nous, et ça change ma journée. C'est ça qui me motive, voilà. C'est touchant en tout cas. Merci pour ce partage. C'est ça. Des petites attentions qui font la différence. Oui, c'est vraiment ça. Après, j'ai voulu aussi le faire dans le cadre de mon engagement politique à 19 ans. J'étais peut-être, comme je l'aurais dit, pas assez mature, mais là, si j'avais l'opportunité de à nouveau m'engager dans le milieu politique, institutionnel, je perdrais jamais de vue, en fait, le fait que nos politiques servent aussi le concitoyen, qu'il y a quelqu'un derrière, en fait. Que c'est pas même une foule ou 20 000 habitants ou je sais pas combien d'habitants, mais c'est une personne et une personne et une personne et une personne. Un foyer, un foyer, un foyer. Une famille, une famille, une famille. Alors, on a introduit cette émission en parlant aussi du vote, qui est directement lié à un mandat, puisque quand on vote, on participe à l'élection de nos représentants. Ce vote-là, lorsqu'on regarde les tranches d'âge de participation aux différents scrutins, on voit que très souvent, les catégories jeunes, donc 18-24, 25-34, sont les plus faiblement représentées, là où le taux d'abstention est le plus élevé. C'est le cas au présidentiel, mais c'est aussi et surtout le cas sur les élections intermédiaires, les régionales, les municipales. Les municipales, peut-être, on y reviendra, mais les départementales. Et tu as peut-être évoqué quelques explications possibles, mais toi, comment tu vois ce désengagement dans le vote, alors que ces jeunes-là, on l'a dit, ils sont soucieux de plein de sujets, mais beaucoup d'entre eux se rendent pas forcément aux urnes.
Bah oui, c'est aussi une grande question. Je pense que alors les élections intermédiaires, ça manque aussi de visibilité, de clarté déjà pour les jeunes et même pour les moins jeunes. Quand on vote pour les régionales ou les départementales, parfois les gens ne savent pas quelle est la compétence en fait des régions ou des départements, à quoi ça sert que j'aille voter, à quoi ça sert que j'aille me mobiliser. Qu'est-ce que ça va changer? Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça va changer puisque je sais même pas à quoi ils servent. Et aussi, finalement, je sais même pas pour qui je vote. En gros, je vais voter pour une tête de liste, mais je sais même pas qui sont mes conseillers régionaux ou qui sont mes conseils départementaux. Même si le scrutin pour le conseil départemental est autre, mais c'est vrai que même pour les régionales, par exemple, le fait que ce soit un scrutin de liste et pas un scrutin uninominal, bah, ça fait que c'est difficile en fait d'avoir une représentativité en fait qui nous satisfait. Ouais, parce qu'on vote pour une liste et pas pour des gens vraiment. Exactement. Ouais. Donc ça fait déjà c'est beaucoup plus confus. Et puis aussi le fait que après peut-être qu'on idéalise aussi beaucoup la jeunesse en disant oh là là elle est impliquée, elle veut s'investir, etc. Ça c'est une partie de la jeunesse, mais il y a une autre partie de la jeunesse qui n'est pas nécessairement impliquée dans la société, qui elle veut juste travailler, manger, se faire des sous, etc. Mais pas nécessairement participer ou changer la vie ou changer la cause des gens. Ça, c'est faux. Hein. Moi, quand je vois mon frère ou d'autres, lui, il veut juste voilà, faire sa petite vie, etc. Mais, donc, je trouve que parfois, on va trop idéaliser les choses et dire « Ah ben voilà, la jeunesse, pourquoi elle s'engage pas ou est-ce qu'elle veut s'engager ?» Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, où on est sur les réseaux sociaux et on est confronté finalement qu'aux personnes qui vont penser comme nous, avoir les mêmes opinions, les mêmes attraits, les mêmes activités. En fait, on n'est même pas ouvert à la diversité, à la confrontation ou à ce qui peut être antagoniste. Et donc, ça fait que même on se projette même pas dans une société qui est diverse. Donc, pourquoi on va aller voter? Parce que moi, j'ai déjà ma petite société, entre guillemets. J'ai mon petit monde, j'ai mes petits réseaux, j'ai mes amis, j'ai mon travail, etc. Pourquoi je vais m'impliquer dans une société qui est plurielle et diverse, en fait? Mais une question que je vais poser quand même avant qu'on conclue sur ce point-là, j'ai quand même questionné tout ça parce que il y a certains jeunes qui disent moi je m'abstiens d'aller voter parce que je suis pas content avec les propositions politiques, je trouve que c'est tous les mêmes, c'est toujours les mêmes messages. C'est toujours les mêmes gens qui se représentent, ou quand c'est des nouveaux mais avec des idées d'avant. Voilà, les institutions, ça fonctionne pas. Donc, pour certaines personnes, le fait de s'abstenir de voter, c'est un choix politique, en fait. C'est de dire, ben voilà, je ne suis pas d'accord avec ce système. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Peut-être on est dans une génération où on a moins de scrupules à dire bah non, je me suis pas déplacée parce que l'offre politique ne me convient pas. Et quand on va pas comprendre les choses, on ne va pas y aller. Et alors que peut-être la génération de ceux qui ont 60 ans, etc., ils vont se dire, bon, bah, j'y vais, c'est un devoir de voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, mon devoir de citoyen, et je vais y aller. Et pour eux-mêmes, le vote est plutôt l'alpha et l'oméga de l'engagement citoyen. Alors que pour les jeunes, le vote, c'est en fait un engagement citoyen qui, comme un autre, voilà, comme mon engagement associatif, comme le fait, voilà, quoi, que peut-être même je paye mes impôts, quoi que ce soit. Ok, c'est bon, là, c'est plutôt un devoir, mais il y a d'autres formes, en fait, d'engagement citoyen. Et c'est pour ça que, notamment, les gens aussi s'abstiennent, quoi, parce qu'ils n'en voient plus l'utilité. Et il y a aussi une chose, peut-être, qu'on a vu ces derniers temps ressurgir, c'est aussi entre guillemets, la force de la rue. On l'a vu avec les gilets jaunes, etc. Ou même la marche pour le climat, où il y a eu toute une convention climat, et puis il y a eu des lois qui ont abouti. Et peut-être aussi les gens se disent, bon, bah, les urnes, ça fonctionne à moitié, mais j'ai vu que la rue, ça fonctionnait encore mieux. Ou ça fonctionne autant. Donc, bon, bah, je sais que mon vote, peut-être ça va fonctionner ou pas, mais je sais que voilà, si je vais dans la rue, ça peut déboucher à quelque chose. Les gilets jaunes, ça a débouché à quelque chose. Bon, après, peut-être les gens diront qu'on n'est pas allé assez loin, mais ça a quand même débouché à quelque chose. La Convention climat, ça a débouché quand même à des mesures. Donc, c'est vrai que les gens peuvent se dire à quoi sert mon vote quand je vois que les gens, dans la rue, en fait, récoltent beaucoup plus que mon simple vote. Je vois. On manque pas d'idées. Les Gilets jaunes, une de leurs revendications, c'était de revitaliser un peu la vie démocratique de notre pays. On peut penser aussi à rendre le vote obligatoire, comme c'est le cas dans des voisins européens. D'autres qui parlent d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Peut-être, pour terminer un peu, est-ce qu'il y en aurait une qui, toi, t'interpelle et tu penses que ça pourrait être un moyen de redonner un petit souffle un peu à la vie de notre pays? Non. Ouais, non. Il y a quand même plusieurs choses qui sont faites
pour permettre à ce que l'abstention puisse réduire. Mais je pense que ça, c'est juste des initiatives de surface ou qui sont cosmétiques, mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur, en fait, du problème, c'est vraiment le fait qu'il y a une crise du résultat et une crise, finalement, de la représentativité. Et finalement, même, OK, je vais aller voter, ça me permet d'aller voter, ça rend plus simple le vote, mais pourquoi je vais voter ? À quoi ça sert d'aller voter ? Est-ce que mon vote a du pouvoir ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que même les gens sont accompagnés dans cette démarche-là de se dire « Bon, bah là, tu as voté pour telle élection et telle élection, ce sont ça les enjeux ». Est-ce que les gens savent vraiment quels sont les enjeux de telle élection ? Est-ce que même les gens savent déchiffrer une offre politique ? Se dire « Bon, bah, moi, quelle est ma sensibilité politique ? Qu'est-ce que d'être de droite ? Qu'est-ce que d'être de gauche ? Qu'est-ce que d'être écologiste, etc. » Est-ce qu'il y a un véritable accompagnement, en fait, même de la population, de la jeunesse ? Et même un travail idéologique de savoir pourquoi on vote et pour qui on vote. Et qu'est-ce que ça va déboucher après mon vote ? Donc c'est plutôt ça que de faire des réformes ou des initiatives pour permettre à ce que les gens aillent voter. Dernière question, en une phrase, comment définis-tu ce qu'est la politique pour toi ? Voilà, donc pour moi la politique c'est l'affaire de chacun pour le bien de tous. Donc voilà, il y a quelque chose en fait qui fait que chacun est responsabilisé. Chacun peut être acteur finalement du bien commun en fait de sa vie, de son quartier, de son voisinage et même au niveau étatique. Et c'est pour le bien de tous. Donc c'est en fait une petite action peut changer en fait le vivre ensemble de tous. Eh bien, merci Déborah, c'était une superbe émission. Je te souhaite une belle continuation, que tout aille bien, surtout pour les dernières semaines de grossesse. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, et puis les questions que tu nous as amenées à nous poser, à nous et à nos auditeurs. Merci infiniment. Voilà, c'était Politiquois. Politiquois, c'est une émission Imago Dei. Pour plus d'infos, retrouvez-nous sur imagodei.fr et sur vos applis de podcast favorites.